table ronde où on va revenir sur les matériaux innovants à partir d'un exemple, mais pas que. Et donc j'appelle Paul Sauvage et Sébastien Bernardi, respectivement responsables du pôle diffusion des connaissances au CERIB, mais je laisserai Paul Sauvage expliquer ce que fait le CERIB, et Sébastien Bernardi est directeur technique d'UCTAL, en fait au groupe Lafarge, et on voit bien, on a évoqué depuis ce matin, je dirais toute l'importance de ceux qui conçoivent, innovent et proposent de nouveaux matériaux. Voilà. Malheureusement, Jean-Philippe Ducot, qui était directeur de la formation chez Vinci, n'a pas pu nous rejoindre, donc nous ferons cette table ronde avec vous deux principalement et avec moi un troisième. Voilà. Alors, Paul Sauvage, bon, je vais raconter une anecdote. Paul Sauvage, je la connais, comme ça vous fera sourire. Il y a 3 ans, il y a un formateur AFPA qui a publié un article dans la presse disant grosso modo que le béton c'était nul et que face aux enjeux de la performance énergétique, c'était un matériau totalement ringard et qu'il convenait de le mettre au placard. Ça m'a valu une interpellation assez vive du CERIB et on a fait connaissance comme ça. Donc j'ai découvert le CERIB, j'ai visité leur centre de recherche, je vous expliquerai ce qu'est ce centre de recherche, et j'ai découvert à cette occasion qu'on pouvait faire des choses merveilleuses en béton. Alors il y a des exemples qui seront cités, voilà, il y a d'autres exemples qui seront cités. Donc je vous propose qu'on commence avec vous, le CERIB, et puis je sais que vous êtes un militant du béton, voilà, comme M. Mitt est un militant de la maquette numérique. Je vous passe la parole. Merci d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas d'avoir sollicité le CERIB pour apporter un témoignage sur le thème des matériaux innovants. Parce que c'est vrai que vous faisiez référence à cette anecdote d'il y a quelques années. C'est vrai que le CERIB, le béton, pardon, n'est pas connu pour ses qualités dans le domaine des économies d'énergie. Il n'est pas connu non plus, il faut le dire, parce qu'on est dans une filière qui probablement communique pas très bien. Il n'est pas connu non plus forcément pour toute l'innovation qu'il peut apporter au monde de la construction. Donc merci de m'avoir permis d'apporter ce témoignage. CERIB, quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. C'est un centre de droit privé, un centre technique de droit privé, mais un peu particulier puisqu'il a une mission d'utilité publique. Il n'est pas le seul en France à avoir cette mission d'utilité publique. Il l'a parce qu'il relève d'une loi de 1948 qui permet à des filières professionnelles de demander à l'État de créer des centres techniques industriels. Et en contrepartie de la création de ces centres techniques industriels, qui ont donc cette mission d'utilité publique, ces centres techniques ont obligation de faire bénéficier, on va dire, le monde de la construction des avancées, des travaux que mènent ces centres techniques industriels. Alors il y en a un dans le domaine du béton qui s'appelle le CERIB, il y en a un dans le domaine du bois, il y en a un dans le domaine de la terre cuite, il y en a un dans le domaine de la construction métallique. Hein. On n'est pas les seuls. Alors pourquoi une filière est amenée à demander la création d'un centre technique? Eh bien, assez souvent, enfin en tout cas c'est le cas pour l'industrie du béton, c'est le cas chez nous, assez souvent c'est parce qu'il s'agit de filières, le mot a été utilisé tout à l'heure à propos de la CAPEB, le mot atomisé, eh bien c'est un mot qu'on peut retrouver aussi pour l'industrie du béton. Je vais vous citer quelques chiffres, ça va probablement vous surprendre. L'industrie du béton, c'est l'industrie des produits préfabriqués en usine. Alors, ces produits préfabriqués en usine, je pense que pour certains, vous les connaissez. Hein. Il y en a qui vont vous parler, les blocs en béton, ce qu'on appelle nous les blocs en béton, ce que très souvent les particuliers appellent des parpaings. Ce sont des produits, c'est un produit de l'industrie du béton. Il y en a d'autres, je vais vous en parler dans ma présentation. Mais donc, ce sont des produits qui sont préfabriqués en usine et qui sont préfabriqués par des petites structures, voire très petites structures. Quelques chiffres. Il y a 650 entreprises en France qui relèvent de l'industrie du béton, donc qui
fabriquent des produits préfabriqués en usine. Ces 650 entreprises ont à peu près 850 sites de production et ces 850 sites de production ont 20 000 salariés. Alors, je ne sais pas si vous êtes bon en calcul mental, si vous faites la division assez rapidement, vous vous apercevez que chaque site de production a à peu près 20 salariés. Donc, vous voyez que ce qu'on appelle l'industrie du béton, c'est effectivement une industrie de petites, voire très petites entreprises. Il y a à peu près 50% de nos entreprises qui ont moins de 10 salariés. Et donc vous comprenez pourquoi en 1967, cette industrie, qui elle-même est quelque part un peu atomisée, l'avantage qu'elle a, c'est que c'est une industrie locale, c'est une industrie qui est évidemment très proche de ses clients, très proche des artisans de la CAPEB, très proche des entreprises de la Fédération du bâtiment, mais c'est évidemment des entreprises quelque part un peu fragiles, en particulier dans le domaine du développement, dans le domaine de l'innovation technique, parce que ce sont des entreprises qui ont une structure tellement petite qu'elles ont beaucoup de difficultés à aller de l'avant au sens de l'innovation. Et donc, en 1967, ces entreprises ont demandé la création d'un centre technique qui s'appelle le CIRIB. Voilà, 160 salariés, sur la région orientée, localisée plus exactement, au nord de la région centre, à côté de Chartres, mais avec une représentation régionale sous présence d'un délégué régional qui est ici dans la salle, qui s'appelle Bruno Brich. Alors, voilà pour... j'ai campé un petit peu le décor. Mon propos, en fait, il va être divisé en trois parties, si vous voulez bien. Je vais d'abord vous parler du béton. Ensuite, si vous le permettez, je vous parlerai des produits et des systèmes que les industriels ont été amenés à développer pour répondre aux nouveaux enjeux qui sont en phase 2. Avant de commencer mon propos, je voudrais vous soumettre une réflexion qui a pour objectif d'élargir un petit peu le débat. On a énormément parlé, ce qui est tout à fait légitime, on a parlé d'innovation. On parle d'innovation à travers des textes qui sont la loi de transition énergétique, le Grenelle de l'environnement, donc à travers les critères, on va dire, thermiques et environnementaux. L'élément que je voudrais vous soumettre est le suivant. Quand un industriel est amené à envie de développer, d'imaginer un nouveau produit, en tout cas, c'est le cas dans notre industrie, dans l'industrie du béton, une industrie du gros œuvre au départ. Donc, vous pouvez penser que les problématiques environnementales et thermiques sont assez éloignées de cette industrie du béton. Et donc, quand un industriel va avoir envie de développer un nouveau produit, en tout cas dans notre industrie, la première des choses qu'il va d'abord regarder, c'est de dire cette idée géniale que j'ai eue, que je vais développer, pour lequel peut-être le CIRIB va m'aider à le mettre au point, ce produit, est-ce que je suis d'abord capable de le produire? Est-ce qu'aujourd'hui, mon outil de production fait que ce produit que je vais inventer, je suis capable de le produire? Oui ou non? Si oui, en adaptant un petit peu le process de production, eh bien, je vais pouvoir continuer mon développement. Dans le cas où mon process de production ne me le permet pas, je vais de toute manière être obligé de me poser la question économique. Et là, je voudrais vous soumettre un chiffre que nous avons rencontré, puisque dans l'innovation, je vais parler tout à l'heure, dans quelques minutes, de la maçonnerie à joint mince. C'est quelque chose peut-être qui ne vous parle pas, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est en fait tout simplement une maçonnerie qui est fabriquée dans le principe de la même manière que les maçonneries traditionnelles, mais qui ont une particularité d'avoir une tolérance de fabrication beaucoup plus restrictive et qui permettent donc de mettre en œuvre des éléments de maçonnerie de joint mince, des mortiers, ce qu'on appelle des mortiers de joint mince. Eh bien, sachez que l'investissement industriel, lorsqu'un industriel veut développer un produit de maçonnerie à joint mince, cet investissement, il correspond à peu près à un montant compris entre 650 et 850 kilo-euros. Donc vous comprenez bien, c'est un process à ce moment-là qui est assez différent du process traditionnel, vous comprenez bien qu'avant de faire un investissement comme celui-là, l'industriel va y réfléchir à deux fois.
Alors, il va d'abord regarder son process, il va regarder comment son process peut lui être utile, son process actuel, et puis il va imaginer d'autres choses. Il va imaginer d'autres choses, il va se dire, ce produit que je vais vendre, que je vais fabriquer et que je vais vendre, il va être mis en œuvre. Il ne sera pas mis en œuvre par moi. Moi, je suis fabricant. Il va être mis en œuvre par des artisans. Il va être mis en œuvre par des entreprises générales de maçonnerie. Ces entreprises de maçonnerie, qu'elles soient du niveau de l'artisanat ou du niveau de l'entreprise générale, qu'est-ce que l'arrivée de mon produit va induire? En quoi mon produit va perturber les habitudes de travail du maçon? Est-ce que le maçon va devoir changer son geste? Le terme de geste a été évoqué tout à l'heure, il est très important parce que bien évidemment, lorsqu'on va parler de produits innovants, on va être amené à se poser la question de savoir, ce produit va-t-il perturber ou pas les metteurs en œuvre? Ça, c'est la deuxième question qui va se poser. Et puis après, quand il aura résolu ces deux questions, le prix de revient, l'investissement en quelque sorte de son process, et puis l'utilisation qui va en être faite au niveau de la mise en œuvre, quand il va avoir respecté ces deux valeurs, ces deux critères, il va réfléchir à d'autres critères et d'autres paramètres qui vont s'imposer au produit. Parce que ce produit, bien évidemment, il va être utilisé, il va être mis en œuvre dans un ouvrage. Il va être mis en œuvre dans un ouvrage, et donc cet ouvrage, il va devoir respecter un certain nombre d'exigences réglementaires. La première, je vais les prendre dans le désordre, excusez-moi, la première qui va s'imposer, c'est la réglementation thermique. La réglementation thermique 2012, va-t-elle pouvoir être respectée avec ce nouveau produit? Oui, non. Si oui, pour quelle raison? Sinon, pour quelle raison? Quelle adaptation je vais devoir faire au produit pour qu'il passe la fameuse RT 2012? Je ne parle pas de RBR 2020, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Deuxième question, il va être mis en œuvre dans un ouvrage de bâtiment. Cet ouvrage de bâtiment, il va être d'habitation, voire un bâtiment tertiaire. Il va très probablement avoir des exigences de réglementation acoustique. Donc mon produit, est-ce qu'il va pouvoir respecter ces exigences de la réglementation acoustique? Oui, non. Je continue, je ne vais pas vous faire tout le déroulé parce que ça prendrait les 20 minutes quasiment. Il y a quand même un paramètre que je voudrais indiquer avant de passer au point suivant, c'est dans le cadre de la tenue mécanique du produit. On est sur un produit en béton, on est un produit de gros œuvre, donc on s'attend à ce que le produit de gros œuvre il tienne dans le bâtiment et que le bâtiment il ne s'écroule pas. C'est la moindre des choses. Le bâtiment il va être calculé, donc le produit va avoir une résistance mécanique qui va lui permettre d'être utilisé dans l'ouvrage. On est en France aussi avec une réglementation sismique. On est à Toulouse, on n'est pas très loin des Pyrénées. On a donc à Toulouse, pas très loin, une zone 3 et une zone 4. Ce qui veut dire que mon produit innovant que je vais avoir développé, il va être mis en œuvre dans un ouvrage qui va devoir, en mécanique, respecter la réglementation sismique. Je passe tout le reste parce que c'est du même tonneau. Et donc, on a aujourd'hui en France, c'est pas une critique quand je dis ça, bien évidemment qu'il faut une réglementation sismique, bien évidemment qu'il faut une réglementation thermique, bien évidemment qu'il faut une réglementation acoustique. C'est pour vous sensibiliser sur le fait qu'un industriel, quand il va développer un produit, c'est toutes ces problématiques-là qu'il va avoir eu besoin de traiter en amont, c'est-à-dire avant même qu'il commence à en parler à son client étant l'artisan, le négoce éventuellement, ou l'entreprise générale. Alors ceci étant dit, heureusement, tous ces écueils n'ont pas empêché l'industrie du béton à développer des produits innovants. Ces produits innovants, je vais être honnête avec vous, c'est vrai qu'on en a vu apparaître beaucoup plus dans les 3 dernières années, pour un certain nombre de raisons dont on a parlé tout à l'heure, en particulier les exigences réglementaires dans le domaine du thermique qui vont plus loin que par le passé. On a vu apparaître des produits innovants dans les 3 dernières années, je dirais dans un nombre quasiment aussi important que dans les 20 dernières années.
Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Pour autant, ne pensez pas que l'industrie du béton n'avait rien fait ces dernières années. On a au CIRIB un local qu'on appelle entre nous en rigolant le musée. Il renferme un certain nombre de produits que le CIRIB avait par le passé aidé les industriels à mettre au point, et des produits qui ne se sont jamais vendus. Alors, probablement parce que l'industrie du béton, elle n'est pas très bonne dans le domaine de la prescription, mais il y a aussi une chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas probablement arriver en France avec des produits, je dirais, trop en avant. Le domaine du bâtiment, alors ça va peut-être changer avec BIM, ça va peut-être changer avec tout ce qui a été dit ce matin, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à une époque récente, on ne pouvait pas arriver en France, dans le domaine du bâtiment, avec un produit trop en avance par rapport aux exigences réglementaires. On a dans l'industrie du béton des exemples de flops monumentaux, de produits qui ont été innovants, qui ont été développés dans les années 70 et au début des années 80. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qu'on retrouvera sur le marché aujourd'hui et qu'on a ressorti un petit peu des placards. Voilà, je ne le dirai pas, je dis que c'est des produits innovants, mais en fait c'est des produits sur lesquels on avait travaillé par le passé. Alors, dans mon propos, trois chapitres. Un chapitre sur les BFUP, puisque dans le titre de notre intervention, on parlait des BFUP. Je parlerai ensuite des bétons et ensuite des produits et des systèmes. Le BFUP, je ne vais pas dire beaucoup de choses, si ce n'est que, puisque mon confrère Sébastien Bernardi va en parler beaucoup mieux que moi, entre autres. Le BFUP, l'industrie du béton en est utilisatrice. Alors, elle en est utilisatrice. Le BFUP a un certain nombre de caractéristiques et d'avantages que Sébastien va développer. Un des avantages qu'on trouve au BFUP, c'est ses qualités architecturales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, du moins dans l'industrie du béton, le BFUP est surtout utilisé pour ses qualités architecturales. Je vais vous citer deux exemples de bâtiments, d'ouvrages. On ne peut même pas dire de bâtiments, d'ouvrages qui ont fait l'objet d'utilisation de BFUP. Le premier, c'est le MUSEM à Marseille, qui a la résille que vous voyez en façade, a été fabriquée totalement en BFUP. Alors, Sébastien me disait à midi qu'en fait, il y avait une partie du bâtiment qui n'était pas seulement architecturale, parce qu'il avait une fonction mécanique. Et je pense qu'il nous expliquera ça tout à l'heure. Et puis le deuxième bâtiment dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le stade Jean Bouin à Paris, qui lui aussi utilise des BFUP pour des raisons architecturales. Alors on a d'autres bétons que le BFUP, on a d'autres bétons qu'on utilise pour leur qualité architecturale. Je vais redire, je m'en excuse, ce qui a été dit par les autres intervenants ce matin. C'est dommage qu'on n'ait pas pu projeter de photos, parce que c'est vrai qu'on avait des belles photos sur des bétons un peu particuliers, architecturaux, comme les bétons déco-gravés ou les bétons sablés, qui permettent de réaliser en usine un traitement évidemment architectural, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objet, mais qui en général plaît énormément aux architectes parce qu'il permet de dessiner sur le béton. Là, dans un des exemples que j'ai en tête, le collège de Crévin en Ille-et-Vilaine, c'est une façade complète sur laquelle ce béton déco-gravé a été mis en œuvre, et il représente des visages donc de personnages de la région. C'est quelquefois assez, sur le plan esthétique, c'est assez bluffant. Et en général, on ne sait pas toujours, parce que là encore, peut-être que notre industrie ne fait pas bien sa publicité, on ne sait pas toujours que ce sont des bétons qui sont utilisés dans ces cas-là. Et puis pour terminer sur les aspects architecturaux, j'oublie pas que je suis à Toulouse, et je voudrais également signaler qu'on a également la possibilité de réaliser des ouvrages mixtes. Je vais prendre un exemple d'ouvrage mixte béton terre cuite. C'est un exemple qu'on va retrouver à Toulouse, la caserne Niel,
dans la ZAC Niel. Si certains d'entre vous connaissent cette ZAC, eh bien vous aurez en tête le fait que un certain nombre de panneaux ont été construits, ont été préfabriqués en usine, donc avec un fond de moule en béton. Et puis sur ce fond de moule en béton, on a mis en place les plaquettes de terre cuite qu'on voit visuellement lorsqu'on se promène autour des bâtiments. Donc les ouvrages mixtes pour les qualités architecturales, ça existe aussi. On est tout à fait armé notre industrie est tout à fait armée pour traiter de ces questions. Deuxième partie de mon intervention, c'est le lien qu'on va faire avec les enjeux énergétiques. Ce lien avec les enjeux énergétiques, il n'est pas évident pour les raisons que j'ai indiquées en introduction, et puis ce qui a été dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on n'imagine pas que le béton puisse, de quelque manière que ce soit, intervenir dans le bilan final énergétique d'un bâtiment. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que qui n'est pas tellement su non plus, c'est que le béton a une qualité intrinsèque, c'est qu'il est lourd, et s'il est lourd, c'est qu'il permet, en conséquence, il permet d'obtenir de l'inertie thermique. L'inertie thermique, je ne rentre pas dans le détail, c'est un des paramètres qui est fondamental par rapport à ce qu'on appelle le confort d'été. Alors par contre, c'est vrai que le béton traditionnel, le béton courant, le béton de structure, n'est pas un béton isolant sur le plan thermique. Il apporte de l'inertie thermique, mais il n'est pas isolant. Ce qui fait que le CIRIB, pour le compte des industriels, a été amené à travailler depuis plusieurs années. Il l'avait fait par le passé, mais plus particulièrement depuis le début des années 2000, le CIRIB a été amené à travailler sur des nouveaux bétons. Parmi les nouveaux bétons, je citerai un béton auquel nous sommes particulièrement attachés, puisque c'est un béton qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet par le CIRIB. C'est un béton de mousse qui s'appelle Thermolytis, qui ressemble, pour ceux d'entre vous pour qui ça parlera, qui ressemble à du béton cellulaire, qui ressemble beaucoup à du béton cellulaire au point de vue densité, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'il n'a pas besoin, au niveau du process, il n'a pas besoin d'apport énergétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, c'est un béton qu'on n'a pas besoin de chauffer. Et donc c'est un béton, c'est une définition de béton qu'on tient à disposition de notre industrie pour concourir à l'isolation thermique de l'ensemble du bâtiment. Nous travaillons également, vous imaginez bien, sur les bétons agrosourcés. Je parle de béton de chanvre, des bétons de lin, des bétons de bois et du miscanthus, de l'utilisation du miscanthus dans les bétons agrosourcés. Aujourd'hui, pour être honnête, l'offre de notre industrie en béton de granulat léger est une offre minérale. Aujourd'hui, tout ce que vous trouverez sur le marché en béton de granulat léger est une offre minérale. Je parle bien de l'industrie du béton, hein. D'autres industries ont le droit d'offrir au marché des bétons autres que ce que je vous indique là. Mais aujourd'hui, l'offre de notre industrie est orientée sur le minéral. L'utilisation des granulats agrosourcés, pour nous, aujourd'hui, est encore, pour des raisons d'adéquation avec les process, est encore du domaine des études. Et en particulier, on est très attentif au fait qu'on tient absolument à ce que lorsqu'un béton va être mis en vente, en quelque sorte par notre industrie, il puisse assurer à ses clients la durabilité que les clients sont en droit de demander. Aujourd'hui, nous, on considère que les bétons agrosourcés ont besoin d'études complémentaires pour pouvoir assurer aux clients les critères de durabilité auxquels ils ont droit. Alors, ces bétons de granulat qui existent aujourd'hui dans la filière minérale, en fait, c'est les bétons dont vous avez peut-être entendu parler, hein, des bétons d'argile expansée, des bétons de ponce, des bétons d'ardoise expansée. Tous ces bétons ont des qualités d'isolation thermique améliorées par rapport au béton de structure. Par contre,
il est clair que ce sont des bétons qui ne sont pas autosuffisants pour respecter la réglementation thermique 2012. Ce sont des bétons qui vont nécessiter une isolation thermique complémentaire. Isolation thermique par l'intérieur, isolation thermique par l'extérieur. D'accord ? Ce sont des bétons qui permettent d'obtenir des résistances thermiques de l'ordre de 2 mètres carrés K par watt. Donc, évidemment, comme je viens de l'indiquer il y a quelques minutes, ce sont des bétons qui nécessitent une isolation complémentaire. Alors, c'est quand même, on est quand même, et ça c'est quelque part, moi je trouve assez rassurant, on est quand même dans une industrie, je dirais, qui va de l'avant et qui va de l'avant rapidement. Je vais vous citer quelques chiffres à propos des bétons de granulats légers dans la filière minérale. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'offre que fournissaient nos industriels était uniquement liée à cette filière minérale. Notre industrie a souhaité que ces bétons de granulats légers puissent être offerts, vendus à leurs clients sous forme d'une marque de qualité. Cette marque de qualité, traditionnellement, on se retourne vers la marque NF parce que historiquement, notre industrie a toujours été orientée vers la marque NF. Et notre industrie a demandé au CIRIB de développer en juin 2013 une marque NF pour les blocs en béton de granulats légers. On a fait le point en novembre 2014 sur l'état d'avancement de cette marque de qualité, bloc de granulats légers, TH. TH pour évidemment isolation thermique. Et on s'est aperçu donc entre juin 2013 et novembre 2014, donc ça doit faire 18 mois ou quelque chose comme ça, on s'est aperçu que 15 sites industriels étaient sous certification, et ces 15 sites industriels représentaient 54% de la production des blocs de granulats légers. Donc, ce que je trouve rassurant aussi quand même, c'est de montrer qu'on a une industrie qui est capable de se mobiliser autour d'enjeux, et autour d'enjeux liés aussi aux marques de qualité et à la certification. Avoir 54% du marché sous marque de qualité en 18 mois, je trouve qu'il y a peu d'industries, à mon avis, qui sont capables de montrer leur mobilisation à ce point-là. Lié à l'utilisation de blocs de granulats légers, le plus souvent, on a, puisque là on est dans des ouvrages qui sont plutôt de type maison individuelle, on est dans de l'habitat, maison individuelle, voire petit collectif, mais plutôt maison individuelle, on a une offre industrielle qui est complétée par le traitement des ponts thermiques. Cette offre traitée pour les ponts thermiques, c'est une offre qui va se concrétiser par le développement, la mise au point de rupteurs de ponts thermiques, ou bien, c'est une alternative qui existe aussi, ou bien sous la forme de traitement des abouts de plancher, puisque là, il s'agit du pont thermique existant entre les planchers, plancher bas, plancher intermédiaire, plancher haut, et la façade. Et donc, aujourd'hui, on a, en complément de ces blocs de granulats légers, la mise à disposition de rupteurs et de planelles isolantes qui permettent de traiter les ponts thermiques afférents donc à la jonction entre les planchers et la façade. Au niveau des planchers, puisque j'ai commencé à parler de ça, on a une offre aujourd'hui aussi qui est depuis quelques années en évolution. Cette offre, elle est en évolution, elle a commencé à évoluer par le remplacement. On est dans des systèmes constructifs poutrelles entre vous, on est surtout en maison individuelle, on a des systèmes constructifs poutrelles entre vous, donc poutrelles en béton, avec des entrevous qui ont remplacé au fur et à mesure les entrevous béton par des entrevous polystyrène. Pour des raisons évidentes, et que vous avez compris, ce sont des raisons qui sont liées aux exigences de la thermique. Mais pas seulement entrevous polystyrène, on a également la mise à disposition d'entrevous en matériaux de synthèse et d'entrevous en fibres de bois compressé. Alors là, avec une autre problématique, c'est qu'on va chercher, cette innovation-là va avoir pour objectif...
il va finir par tomber ma feuille. On va avoir comme objectif dans cette innovation-là à optimiser les temps de mise en œuvre des planchers, système poutrelle entre vous. Et donc on va avoir, par rapport aux solutions entre vous béton, on va avoir des produits d'entre vous qui vont être mis en œuvre d'une manière beaucoup plus rapide, d'une part, et d'autre part beaucoup moins lourd, ce qui va avoir un impact à terme positif sur la pénibilité aussi du travail des artisans et des entreprises de maçonnerie. J'en ai terminé avec la partie innovation pour la maison individuelle. Quelques mots pour citer des solutions constructives qui ont été développées et qui sont apparues aussi dans le domaine du bâtiment au niveau des bâtiments tertiaires et des bâtiments collectifs. Je vais citer deux produits: les panneaux en béton à isolation intégrée et les murs à coffrage intégrés. Alors ce sont deux technologies qui sont des technologies évidemment de façade. Ce sont deux technologies qui se rejoignent en ce qu'elles sont constituées de deux voiles en béton, un voile structurel et un voile non structurel. Et entre les deux voiles en béton, mise en place en usine, parce qu'évidemment on est toujours dans la préfa, donc mise en place en usine d'un isolant thermique qui va permettre d'obtenir évidemment les caractéristiques d'isolation dont on a besoin pour respecter la réglementation thermique. Pas seulement isolation thermique, parce que là on est typiquement avec ces produits-là, on est typiquement sur de l'isolation thermique par l'extérieur. On est avec des bâtiments qui sont des bâtiments tertiaires et des bâtiments collectifs, donc des bâtiments qui possèdent plusieurs niveaux. Et donc, on va avoir des solutions techniques qui vont traiter naturellement également le pont thermique dont j'ai parlé tout à l'heure, entre le plancher et la façade. Pourquoi ? Parce qu'on est avec des produits qui relèvent de l'isolation thermique par l'extérieur. Je ne vais pas vous donner les valeurs de psi, la caractéristique thermique qui est nécessaire au niveau des ponts thermiques, ni les valeurs de UP, mais sachez que c'est... Oui, tout à fait. On va lui passer. Une minute pour terminer. Une minute pour revenir sur deux choses. La maquette numérique, qui a été évoquée ce matin. Alors, on a eu une expérience avec l'AFPA, c'est pour ça je pense que ça peut être intéressant d'évoquer ce qui a été fait. Je pense qu'il y a quelques formateurs dans la salle de l'AFPA qui ont vécu des formations qu'on a réalisées il y a 2 ans et l'année dernière autour de l'utilisation de maquettes numériques que le CIRIB avait développées pour présenter les solutions techniques de l'industrie du béton. Et donc, un aspect qui n'a pas été évoqué ce matin, à mon avis qui est important, c'est le fait que la maquette numérique peut aussi être un outil fort dans le cadre de la formation. Et puis le dernier point, c'est le point, ça a été évoqué aussi par Pierre Mitt ce matin, le point qui concerne les objets. Les maquettes numériques, elles peuvent être développées à partir du moment, Pierre l'a très bien expliqué ce matin, elles peuvent être développées à partir du moment où il y a des objets. Bon, ces objets aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on va avoir 2 familles d'objets. On va avoir des objets génériques et on va avoir des objets d'industriels. Lorsqu'on va être avec des solutions innovantes, forcément, on va être avec des objets d'industriels. Aujourd'hui, on est dans la phase de développement, comme l'a dit Pierre ce matin, on est dans la phase de développement des objets génériques. Si vous prenez la peine d'aller sur les plateformes des concepteurs d'objets, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a d'ores et déjà des objets de l'industrie du béton qui figurent sur les plateformes des concepteurs d'objets. Donc ça veut dire que notre industrie a enclenché le processus de développement des objets numériques. Ce processus, il est loin d'être terminé. Il y aura besoin de plusieurs mois, voire quelques années, pour développer toute l'offre, de décliner toute l'offre de notre industrie sous forme d'objets. C'est un travail sur lequel on va s'atteler, sur lequel on a commencé à travailler, mais qui nous emmènera jusqu'à probablement le courant de l'année 2016. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Paul Sauvage. Il y a un site du CIRIB, donc pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller le voir. Et par ailleurs, il y a un partenariat, je dirais,
maintenant, qui est installé entre le CERIB et le bureau d'études de l'AFPA. Voilà. Sébastien Bernardi, y compris en élargissant le propos, donc groupe Lafarge, alors, pas forcément focalisé uniquement sur la question du béton fibré, mais je veux dire, la question qu'on se pose, c'est les matériaux bougent, vous êtes un leader dans ce domaine-là, pas que sur le béton, je dirais. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a toujours bougé aussi rapidement, ou est-ce qu'on est confronté à une forme d'accélération? C'est une première question que je tourne vers vous dans le cadre de votre intervention. Deuxième question, est-ce que on a des effets, je dirais, exceptionnels, c'est-à-dire qu'on va dire pour tel ouvrage, on va mobiliser à un moment donné des matériaux particulièrement innovants, mais finalement la vie de tous les jours, ça n'irrigue pas, c'est-à-dire jusqu'à quel point et comment ces matériaux innovants, je dirais, irriguent ensuite, je dirais, les chantiers du quotidien. Et puis, dans un élément de focus aussi, est-ce que ça emporte des éléments de compétences particuliers, c'est-à-dire que est-ce que ces nouveaux matériaux, quand on les manie, on les met en œuvre, est-ce que ça bouge les compétences, et de ce point de vue-là, quelle relation vous avez avec les entreprises à qui vous vendez ces matériaux? Voilà, je vous laisse. Merci, bonjour à tous. Bon, finalement, on est deux, donc c'est pas plus mal, je me laisse un peu de temps pour répondre. Hein. Sinon, ça aurait été un petit peu court. Donc très rapidement, le groupe Lafarge, je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Je vais juste faire un petit rappel historique pour montrer dans quelle mesure cette stratégie d'innovation est présente dans le groupe depuis le début. Puisqu'en fait, Lafarge, l'aventure a commencé même pas au siècle dernier, au siècle d'avant, 1830. C'est une petite commune de l'Ardèche, dans une carrière de craie. En fait, c'est ce qui a fait le début de l'aventure. Donc 1830 et dès 1850, le premier centre de recherche sur les matériaux de construction a été créé sur ce site, donc qui était le premier dans le genre dans le monde, puisque dès le début, effectivement, les premiers leaders du groupe ont compris qu'effectivement il fallait innover. Et pour cela, il fallait se doter de moyens. Donc aujourd'hui, Lafarge, quelques 180 ans plus tard, c'est effectivement un groupe de 65 000 personnes présents dans 65 pays et qui s'est recentré ces dernières années sur un corps de métier, hein, qui sont les matériaux, le ciment, que vous connaissez forcément. Hein, quand on dit Lafarge, on égale cimentier. Mais aussi bien évidemment sur le béton, et donc qui dit béton dit aussi granulat. Donc Lafarge a eu beaucoup plus de cœurs de métier, de segments de marché. On a parlé des plaques de plâtre ce matin, ce n'est plus d'actualité. On a été dans les adjuvants, on a été dans la toiture. Bon, tout ça, ça a été des belles aventures. Aujourd'hui, le groupe s'est recentré sur son corps de métier. Et donc je vais essayer effectivement de répondre aux questions et de vous montrer comment un groupe comme Lafarge, fournisseur de matériaux industriels, propose effectivement des innovations et quels moyens il s'est donné pour y arriver et proposer des solutions aux acteurs du marché. Donc aujourd'hui, l'innovation chez Lafarge, c'est notamment à travers des ressources internes, hein, qui donc son centre de recherche. Centre de recherche qui est situé donc au sud de Lyon, qui est le centre de recherche monde du groupe. Hein, donc on a encore des centres de recherche en France. 250 personnes qui effectivement travaillent à développer les innovations du groupe. Je me concentrerai uniquement, bien évidemment, sur le contexte français, mais vous pouvez imaginer que l'innovation, il y a la prise en compte d'une dimension locale qui est très forte. Et juste pour prendre un petit peu les extrêmes, l'innovation au Malawi, c'est pas la même innovation qu'en France. En tout cas, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc l'innovation chez Lafarge, elle passe effectivement à travers les trois produits du groupe, hein, donc le ciment, les granulats et le béton. Et pour lier au thème de la transition énergétique, effectivement, je reprendrai la remarque de la table ronde précédente, ou plutôt parler de transition écologique. On a parlé dans le cadre du BIM, effectivement, du côté empreinte CO2 des éléments, des bâtiments, de FDES. Et donc, quand on parle de produits en béton et donc à partir de ciment,
on est quand même dans une industrie lourde qui produit du CO2, donc on n'a pas forcément bonne presse. Donc il y a eu énormément d'efforts, il y a toujours des efforts très forts en termes de R&D, développement de produits, mais aussi d'ingénierie, pour réduire l'empreinte CO2 des ciments. Et forcément, bien évidemment, des produits qui les utilisent derrière. Deux exemples. Aujourd'hui, il y a une stratégie forte d'aller vers ce qu'on appelle des fuels, des combustibles alternatifs. Hein, donc de sortir uniquement du coke, de charbon ou du pétrole, et d'utiliser effectivement des déchets que l'on vient brûler dans des cimenteries. Hein, à 1450 degrés, il n'y a plus grand-chose qui résiste. D'accord. Par contre, ça a forcément des conséquences, vous le comprendrez, sur les produits. Donc il y a des enjeux forts. Et donc, à l'échelle du groupe aujourd'hui, il y a 20% des combustibles qui sont issus de combustibles alternatifs. Donc c'est un pas important sur la réduction de l'empreinte CO2 de nos ciments. En termes de produits, effectivement, on a sorti un produit il y a 2 ans qui s'appelle Ether, qui est un ciment effectivement qui a une chimie différente et qui, à la tonne, a besoin de moins de 25% de CO2 en moins à la tonne produite. Donc on fabrique une tonne de ce nouveau ciment, demande moins d'énergie, et donc se traduit par une baisse de CO2 par tonne de moins 25%. Donc là on est très en amont, on est au ciment. Le ciment, c'est pas un produit fini. On a parlé tout à l'heure effectivement des produits préfabriqués en béton, et non pas des produits en béton préfabriqués. Je profite de l'occasion, on ne préfabrique pas le béton, on préfabrique les produits. Donc une petite nuance importante. Mais on est sur le ciment. Donc effectivement, ce ciment, à un moment donné, il faut bien l'utiliser pour fabriquer du béton. Donc à la base, Lafarge est un groupe cimentier. Il s'est développé dans le ciment. Aujourd'hui, je pense qu'on a environ 200 usines à travers le monde. Il y en a 8 en France. Et le béton est arrivé relativement tard dans le groupe. C'est vrai pour Lafarge, c'est vrai pour l'ensemble des cimentiers. Mais le béton était, en toute honnêteté, et ce n'est pas un secret d'État, considéré comme un canal d'écoulement du ciment. Enfin, ça a été développé en se disant qu'effectivement, on peut aller chercher des nouveaux volumes à travers le béton. Bon, et ça a été, je dirais, pour reprendre un terme anglais, le business model de tous les cimentiers jusqu'à récemment, en tout cas pour Lafarge. Il y a une trentaine d'années, et puis effectivement ce fondement de l'innovation présent dans le groupe, se dire on peut aussi innover par le béton. Alors les différentes réglementations, j'y reviendrai, effectivement ont été des boosters, mais innover dans le béton, ça paraît pas si évident que ça quand on le dit. Donc pour innover dans le béton, il faut déjà identifier les besoins. Donc il y a eu aussi une approche qui a changé. Hein, on posait par rapport au ciment. Hein, le ciment, on le produit, et puis même si aujourd'hui on a différents types de ciment, que le panel s'est élargi, finalement c'est le client qui vient le chercher. Le béton, effectivement, il faut faire la démarche inverse. Il faut bien comprendre les besoins du client, les contextes liés à chaque application, à chaque type de bâtiment. Et à partir de là, on essaie de développer, de proposer la solution technique. Donc l'avantage et la richesse d'avoir un centre de recherche, effectivement, avec des gens, on parlait de compétences. Donc effectivement, il faut des compétences très poussées, il faut de l'expertise, effectivement, très poussée pour pouvoir développer de nouvelles solutions. Compétences très larges, hein, qui vont vraiment de la chimie organique, qui passent par la structure bien évidemment, par la mécanique, par tout ce qui est lié aux poudres, mélange de poudre, l'hydratation. Donc tout ça effectivement demande d'avoir une expertise forte. Juste un exemple, donc sur les 250 chercheurs aujourd'hui basés dans notre centre R&D à Lyon, il y a 120 ingénieurs et doctorants, enfin et thésards. Donc ça montre effectivement on a besoin de cette connaissance et de cette expertise pour pouvoir innover dans notre secteur. Innover effectivement, c'est très bien de faire de l'innovation, mais il y a une notion, je pense qu'on ne souligne pas assez, même si on a un petit peu dit dans la journée, c'est la robustesse de nos innovations. C'est-à-dire que sortie d'une usine, sortie
d'une centrale à béton, on peut avoir le meilleur produit du monde. S'il est très sensible ou trop sensible à la mise en œuvre, aux différentes étapes qui vont in fine mettre en place le produit, on n'a pas pour moi une innovation. Donc on s'est astreint effectivement à prendre en compte aussi bien évidemment tous les process de mise en œuvre, de telle manière à garantir finalement in fine les performances du produit. Et c'est ça le gros changement dans le béton, c'est qu'aujourd'hui la plupart de nos bétons, je vais vous donner quelques exemples, ne sont plus des bétons où à partir d'une composition on va juste donner une résistance mécanique, mais vraiment des bétons sur lesquels on s'engage sur des performances de la solution in fine. Alors performance mécanique bien évidemment, mais pas que. On parlait tout à l'heure de performance thermique. Ça peut être des performances à très jeune âge, ça peut être des performances architectoniques. Et pour ça, on se doit forcément d'intégrer toute la chaîne dans l'acte de construire pour garantir ces performances. Donc quelques exemples aujourd'hui, je vais commencer pas forcément par les plus anciens, mais liés à la réglementation thermique, effectivement. On a aussi sorti un béton qui s'appelle Thermedia, qui est un béton qui offre une conductivité thermique plus faible que les bétons courants, alors qui n'est pas là effectivement pour dire on n'a plus besoin d'isolant, hein. On reste toujours sur un béton de structure, hein, donc plutôt une technologie voile branchée, donc on s'adresse plutôt à du bâtiment collectif, mais pour lesquels on règle le problème des ponts thermiques. Ce fameux problème des ponts thermiques avec l'isolation par l'intérieur, c'est un béton qui à la fois allie performance mécanique et performance thermique, et qui ne modifie pas les habitudes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut toujours utiliser ses banches, il a toujours les mêmes temps de décoffrage, les mêmes rotations de banches, il a une fluidité qui correspond à une mise en œuvre sans vibration ou une très légère vibration, hein, et il reste dans ses habitudes de travail. Donc ça, c'est un critère que quand vous essayez effectivement de résoudre l'ensemble de ces points-là, c'est pas d'une évidence absolue. L'innovation, effectivement, elle passe aussi par les méthodes constructives. Je parlais effectivement de rotation de banche. Proposer à l'entreprise des bétons qui peuvent garantir une résistance minimale à 4 heures, c'est aussi contribuer à améliorer ses cycles, à réduire les temps de chantier, etc. etc. Donc c'est ce qu'offre aujourd'hui une gamme Chronolia, où on s'engage sur des performances à jeune âge du béton. Un autre exemple donc, qui concerne effectivement ces fameux bétons ultra haute performance, donc qui s'appelle chez nous Ductal, dont je m'occupe. Effectivement, là on est plutôt dans la rupture, une vraie rupture technologique, c'est-à-dire que on parle d'innovation. L'innovation dans le bâtiment, elle a une dimension temporelle qui n'est pas la même que l'innovation dans la téléphonie mobile. Donc typiquement, les BFUP, comme on les appelle, les premiers, ils ont 20 ans. Est-ce qu'on peut parler encore d'innovation? Mais effectivement, c'est l'effet Concorde, c'est qu'il est arrivé trop tôt. Il est arrivé trop tôt et on se rend compte qu'effectivement, il a fallu aujourd'hui 20 ans pour pouvoir développer plutôt des solutions un petit peu plus au cas par cas. Hein, parce que développer la solution, l'innovation qui fait tout, ça peut être séduisant sur le papier, mais dans les faits, ça ne répond pas à la demande. Donc vraiment de bien cibler à chaque fois l'application, les contraintes et les besoins clients. Et à partir de là, on est en phase de mieux outillé et mieux armé pour répondre techniquement et économiquement au projet. Donc ces bétons aujourd'hui ultra haute performance, effectivement, ils se déploient de manière exponentielle. Alors effectivement, entre nous, c'est pas fait pour la maison individuelle. Hein. On parle de béton technologique avec des performances mécaniques et de durabilité, etc., qui sont sans commune mesure avec les bétons courants. On pourrait même finalement le mot béton peut-être presque même abusé dans les faits. Donc c'est un autre matériau. Et finalement, on se rend compte que ce qui a été mal évalué au départ, c'est qu'on est parti finalement de ce qu'on connaissait en béton, et on s'est dit, on va faire un béton qui est 10 fois plus résistant. C'était peut-être séduisant, mais c'était vraiment pas la bonne approche. Et aujourd'hui, ce qui fait que
ce béton se développe, c'est qu'on est plutôt on fait vraiment repartir de la feuille blanche. Et là, je reviendrai effectivement sur un sujet important qui est comment faire pénétrer aussi nos innovations sur le terrain de manière opérationnelle, qui dans notre contexte français n'est pas du tout simple. Donc finalement, ce béton aujourd'hui, c'est un exemple comme un autre, hein, mais apporte des solutions techniques, et c'est ça qui est important, et qui permettent de débloquer des verrous techniques. Donc il répond effectivement d'une part à des contraintes d'architecte, il répond à des contraintes de maîtrise d'œuvre, à des contraintes d'entreprise, et ça ne fonctionne que si effectivement on prend les choses très en amont. Comme toute innovation, il y a un devoir de prescription, d'information qui est indispensable. Sans ça, si vous arrivez un peu après la bataille ou comme une variante à une solution de base, ça ne marche jamais. Donc il faut être très présent, il faut présenter les produits, il faut rencontrer l'ensemble des acteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les entreprises, les bureaux d'études, pour pouvoir d'une part leur faire connaître la solution, et puis surtout, donc, dans le cadre des projets, d'être autour de la table ensemble pour être très 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 en amont. Alors vous me direz, un groupe comme Lafarge, qui est fournisseur de matériaux, effectivement, dans la chaîne d'actes de construire, il propose des solutions, il est industriel, mais finalement derrière, ça lui échappe un petit peu. Et donc ça c'est quelque chose qui est en train de changer, qui est en train une vraie révolution interne par rapport à des nouveaux types de profils, des nouvelles ressources pour pouvoir vraiment se munir d'une force de prescription indispensable donc au déploiement de nos innovations. Autre chose importante aussi, c'est qu'on ne peut plus se positionner uniquement en fournisseur de matériaux. Les projets sont quand même de plus en plus techniques, compliqués, liés plus ou moins aux diverses réglementations, certaines parfois contradictoires, faut quand même se le dire. Mais on ne peut plus se positionner uniquement comme fournisseur de matériaux, il faut se positionner comme fournisseur de systèmes et de solutions. Donc c'est plus un sac de ciment, c'est plus un mètre cube de béton, c'est un mètre carré de mur, c'est un mètre linéaire de rupteur, pour prendre l'exemple de Paul, et donc c'est un peu s'élever, un peu dézoomer du grain de ciment pour passer vraiment au système constructif complet. Donc ça, c'est quelque chose aussi pour lequel on s'est doté de moyens et qui passe aussi par un travail de collaboration avec d'autres acteurs. Un système aujourd'hui qui doit répondre à la fois à des performances mécaniques, thermiques, acoustiques, que sais-je. Le meilleur moyen, c'est d'associer l'ensemble des experts de chaque domaine et de travailler ensemble. Donc on est passé pour donner l'exemple de Lafarge, on va dire plutôt d'une culture du secret à la Coca-Cola à un vrai travail de collaboration avec des partenaires extérieurs. Alors que ce soit des partenaires bien évidemment académiques, mais là on est très en amont, mais avec des partenaires industriels bien évidemment. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des exemples où l'on propose des solutions de murs qui ont été développées par Lafarge. Paul parlait tout à l'heure des MCI, donc des murs à coffrage intégré isolants. Bon, il y a une variante coulée en place qui existe aujourd'hui. Alors je ne suis pas en train de faire la guerre entre la préfa et le coulé en place, au contraire, je défends ardemment le béton dans toutes ses formes. En plus, je suis passé par la préfa, donc je serais mal placé pour parler. Mais c'est c'est quand même une révolution pour un groupe comme Lafarge d'être passé du sac de ciment effectivement au système global. Concernant la mise en œuvre, j'ai parlé effectivement de la robustesse des performances, puisqu'aujourd'hui on s'engage sur des performances. On n'est pas metteur en œuvre, donc il faut effectivement qu'on apporte toutes les garanties sur la mise en œuvre. Et ça passe effectivement par de la formation, ça passe parfois par des réseaux d'applicateurs qui sont j'utilise le terme accrédités, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui sont reconnus par Lafarge. C'est le cas sur tout ce qui est système sol, toutes les chapes liquides, soit ciment, soit anhydrite, elles ne peuvent être mises en œuvre chez nous que par des réseaux d'applicateurs habilités à mettre en place ces produits parce que c'est gage de performance finale.
Et c'est vrai effectivement pour d'autres solutions, pour d'autres innovations. Alors je ne sais pas si est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions là-dedans, dans le package. Oui, je pense qu'on a fait le tour dans un sens différent. Oui, je ne suis pas forcément fait dans l'ordre. Oui, mais on a bien fait le tour de la question. Bon, c'est parfait, parce que je pense que j'allais terminer. Bien, je vous remercie beaucoup. Voilà. C'était un petit challenge personnel. Hein. Le sujet peut sembler un peu aride, mais j'avais un challenge. J'ai dit, je veux qu'on parle du béton. Voilà. Donc, j'ai réussi ce challenge, même si le sujet est moins émoustillant que peut-être que la maquette numérique. Mais voilà, le béton, ça existe dans le bâtiment. Donc, voilà. Merci beaucoup.